La vallée de la Drôme étire ses tresses depuis le massif du Vercors et le Diois jusqu'à la vallée du Rhône. C'est l'une des dernières rivières sauvages dont le cours n'est pas entravé par un barrage qui pourrait réguler son débit. Avec un climat qui s'est déjà réchauffé d'1 à 2 degrés dans la vallée, son débit estival est justement au cœur des discussions. Beaucoup d'habitants s'inquiètent de la voir si mal en point l'été et même le reste de l'année. C'est une rivière très entourée, la Drôme, la première de France à avoir bénéficié d'un schéma de gestion des eaux, un SAGE mettant tous les acteurs de l'eau autour de la table. À la fin des années 90, on travaillait à la rendre propre, mais depuis, c'est le manque d'eau qui préoccupe la vallée. Si la Drôme peut connaître des crues très fortes, elle a coutume de réduire son débit comme peau de chagrin l'été, comme beaucoup d'autres rivières méridionales. Depuis les années 2010 et une succession d'années sèches, la rivière est tombée à sec 7 fois et n'a pas pu rejoindre le Rhône. Dans ce bassin versant classé par l'État en situation de déficit depuis 1995, l'agriculture irriguée est montrée du doigt. Le secteur touristique, lui, est inquiet. Ce film donne la parole à quelques acteurs au cœur de ces sujets pour éclairer ces enjeux et envisager l'avenir. Tout d'abord, David Arnaud, le directeur du syndicat mixte de la rivière Drôme, l'organisme public qui a pour mission de garantir le bon état de la rivière. Et avec lui Pierre Lespet, le président de la commission locale de l'eau. En ce jour de 2022, ils étaient venus faire une mesure avec Jérôme Duval pour savoir si le débit réservé était déjà atteint. C'est le volume minimal à laisser à la rivière et aux organismes vivants qui est ici de 2 mètres cubes par seconde. À quelques kilomètres de là, la rivière menaçait une nouvelle fois de s'assécher. Il y a des faits marquants qui s'accélèrent et se répètent. On a eu 1956, 1976, 2003, 3 années très marquantes avec des assecs assez importants, assez étendus sur une longueur de rivière. Ensuite, on a connu une période où les assecs existaient tous les 3, 4, 5 ans, il y en avait un. Il arrivait généralement fin août. Ce qui nous attend, on ne peut pas en être certain, mais on voit que les choses s'accélèrent. Ce qui se passait fin août se passe fin juin aujourd'hui. Déjà, ça veut dire que l'écosystème rivière a changé. Ce n'est plus une rivière qui coule, ça va être une rivière remplie de galets avec plus d'eau à l'intérieur. Donc il y a déjà un premier aspect qui est paysager. Ensuite, le deuxième effet, il est complètement écologique. Une rupture d'écoulement, ça veut dire que les populations qui vivent à l'intérieur de la rivière ne peuvent plus se déplacer. Ça va être le cas de toutes les espèces piscicoles, toutes les espèces de macro-invertébrés, et qui vont se retrouver dans des postures très fâcheuses parce qu'ils seront plus dans le milieu dans lequel ils sont inféodés. Inféodés, ça veut dire qu'ils dépendent de la ressource en eau pour vivre. Globalement, une diminution des débits, ça entraîne une diminution de tous les niveaux qui accompagnent la rivière. Et plus le niveau va baisser, plus le niveau des nappes va suivre. Et ça veut dire qu'il y a tout un tas de milieux qui sont connectés à la rivière, des bras qui ne seront plus alimentés en eau, des zones humides qui ne seront plus alimentées en eau, toute la végétation qu'on a sur les bords de berge, qu'on appelle la ripisylve, qui va être mise en péril. On a un impact directement sur le dépérissement de ces populations végétales-là en bord de rivière. On n'a pas des grosses réserves en eau souterraine, on est plutôt sur des petites nappes d'accompagnement. Mais grosso modo, toute la précipitation qui va tomber à un moment donné, elle va rapidement s'écouler dans la rivière pour rejoindre le Rhône. Donc ça veut dire que quand on a des périodes de disette en termes de pluie, et du coup on se retrouve avec des débits très bas. Et 2022, c'est vraiment l'année caractéristique d'une situation de tension où pendant pas loin de 6 mois, on a été proche de zéro en termes de précipitation. Donc depuis 1959, ce serait l'année la plus sèche sur ce bassin. Du coup, je viens de finaliser la mesure de débit. On est en deçà du fameux débit réservé à laisser à la rivière. Et s'il n'y a pas de pluie, comme c'est annoncé pour 10 jours, ça va se dégrader de plus en plus vite, quoi. Et du coup, on est vraiment dans une sécheresse très précoce cette année. On a un territoire de plaine
qui est très proche de la zone méditerranéenne et qui devient de plus en plus méditerranéen. Et puis une zone de montagne, d'Iwa, qui sont les contreforts du massif alpin. Sur la zone de plaine, on a déjà une augmentation de température quand on regarde depuis le tout début des années 50 jusqu'à 2019, en fait, qui est déjà de 2,2 degrés en moyenne annuelle. Et puis, ça va être encore plus marquant dans les zones de montagne. On estime qu'on est à 2,6 degrés en moyenne annuelle d'augmentation par rapport au tout début des années 50. On a également une prévision en matière de vagues de chaleur qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues. Ce réchauffement annuel et surtout ce nombre de jours chauds qui va être de plus en plus fort, ça a un effet notamment sur la précocité des printemps, sur des décalages phénologiques pour les productions agricoles. Donc on a des semis qui vont être plus précoces, des récoltes qui vont être plus précoces. Ça va entraîner pour l'agriculture toute une série d'effets en matière de qualité nutritionnelle, travail, temporalité du travail, etc. La longue sécheresse de 2022 a eu l'effet d'un électrochoc. Pour la première fois, la préfecture a refusé d'accorder une dérogation pour prélever de l'eau au-delà du débit réservé et a fait stopper les prélèvements agricoles dans la Drôme au 1er août. Certaines cultures n'ont pas pu être menées à terme, notamment en rive gauche de la Drôme où l'irrigation dépend exclusivement de la rivière. Sur la rive droite, un raccordement à l'eau du Rhône vient d'être inauguré après 10 ans de procédure. Nous avons rencontré Alain Galis, le directeur du syndicat d'irrigation drômois qui gère les infrastructures des réseaux collectifs du département. L'irrigation a été aménagée dans les années 80 avec l'arrière-pensée et l'engagement des services de l'État comme quoi le débit de la rivière Drôme serait régulé par un barrage qui devait se construire à l'amont. Nos prédécesseurs, ils le savaient que la rivière Drôme subissait des assecs et ils étaient très inquiets d'investir dans des réseaux qui ne pourraient éventuellement pas être alimentés un jour. Mais malheureusement, ce barrage-là, pour des raisons diverses et variées, il ne s'est jamais créé. Et depuis le début des années 90, l'irrigation collective cherche des solutions pour résoudre son problème d'alimentation en eau. Elle a commencé dans les années 2000 à faire venir de l'eau du nord du département, donc de l'eau du canal de la Bourne, en construisant la réserve de Joinnon, sur la commune de Montméran, qui a permis en gros de substituer environ 1,5 million de mètres cubes par an prélevés dans la rivière Drôme. Et le deuxième pas, il est fait aujourd'hui avec les aménagements qui ont été construits. Et il nous reste un troisième pas à faire, c'est-à-dire de trouver des solutions pour la rive gauche de la Drôme, pour les communes de Crêt, Divageux, Chabriand, etc., où là, pour l'instant, on continue à avoir un prélèvement qui se fait dans la rivière Drôme et qui est très contraint quand on se retrouve dans des situations comme aujourd'hui. Mais je dirais, sur la vallée de la Drôme, au niveau de l'irrigation collective, on a fait les 2/3 du nécessaire. Donc d'ici, on aperçoit où on prélève l'eau. Dans le bras du Rhône, c'est le Rhône naturel, puisqu'on n'est pas sur la partie canalisée. Là. C'est jamais qu'une grosse pompe ? Oui, d'une certaine façon, c'est ça. Là, actuellement, il y a combien 1800 On a 1800 mètres cubeurs. Voilà, actuellement, on a 1800 mètres cubeurs qui transitent dans la canalisation. Donc là, on a une station qui représente 2200 mètres cubeurs de capacité de pompage. Et l'objectif, il est de substituer, selon les années, entre 1,5 et 2 millions de mètres cubes par an, d'eau qui était prélevée dans le bassin versant de la rivière Drôme et qui maintenant sera prélevée directement dans le Rhône. Ne perdons pas de vue que le Rhône il est subi au même changement climatique que toutes les rivières ou les fleuves d'Europe, que ce que l'on nous annonce, c'est quand même aussi un manque d'eau dans le Rhône d'ici 30 ou 50 ans, puisque la prospective à 2050, c'est moins 30% de prévision sur le débit du Rhône. Ça veut dire
aussi, une vitesse d'écoulement moins rapide, un réchauffement de l'eau du Rhône. On sait qu'il y a des centrales à refroidir. Quels seront les choix, quelles seront les priorités dans 20 ou 30 ans? Ne comptons pas que sur cette ressource-là, c'est bien de la substitution qui permettrait, et je l'espère en tout cas, la transition. De notre côté à nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise de conscience par l'exploitation qui va bénéficier de la substitution. Ce n'est pas la seule solution qu'il faut qu'il mette en place sur son exploit. Ça doit quand même, malgré tout, passer par des changements de pratiques, des changements de choix de culture, que peut permettre justement la substitution. C'est-à-dire qu'il aura moins de contraintes à un moment donné pour changer son exploitation, mais on appelle quand même à ce qu'il y ait cette prise de conscience de la rareté de l'eau. Autant une substitution à partir des eaux du Rhône, on est tranquille pour une paire d'années parce que les débits du Rhône sont ce qu'ils sont. Par contre, dès lors qu'on va être sur la substitution à partir d'une ressource qui est stockée, là va se poser la question de l'année où la ressource, où la réserve ne sera pas remplie. Moi, en ce moment, je prends beaucoup l'exemple du lac de Serponçon, qui est la plus grosse réserve que l'on ait à l'échelle nationale. 2022, le lac de Serponçon baisse de 1 cm toutes les 4 heures. Donc 2022, le lac de Serponçon ne sera pas plein pour tous les usages qui dépendent de cette ressource. Et tous les usages qui sont habitués à avoir cette ressource pleine et entière ne se sont pas adaptés forcément à ce que la ressource ne soit pas constituée. Et c'est bien souvent là que l'on cite des solutions de mauvaise adaptation, parce qu'en fait, on crée un espèce de mirage qui est de se dire que la ressource elle sera toujours présente, alors que finalement, c'est rarement le cas. Sur le territoire, les agriculteurs et les collectivités étudient l'opportunité de construire des retenues d'eau collectives pour soulager la Drôme, sans pour autant étendre les surfaces irriguées. Mais cette perspective ne fait pas l'unanimité auprès des habitants et des acteurs de l'eau qui aimeraient remettre à plat le système de production de façon plus globale. Les discussions avec les financeurs potentiels portent pour l'instant sur les économies d'eau réalisées et de possibles changements de culture qui seraient demandés en préalable à la construction d'une retenue. J'ai pas d'avis tranché, mais j'ai bien peur que là, ce dont on parle, c'est-à-dire des retenues collinaires de peut-être plusieurs dizaines d'hectares, là on est sur des trucs, on commence à être sur des trucs fous quoi. C'est-à-dire que pour maintenir un système en place sans se poser la question vraiment de comment on peut dépenser cette eau autrement, utiliser cette eau autrement, on répond par une réponse, la réponse elle est pharaonique quoi. Donc on n'y est pas, ça va être un tampon entre encore un truc jusqu'à ce qu'on n'arrive vraiment plus même à remplir la retenue. Et là, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Espagne ou au Portugal. Là, en ce moment, cet hiver, ils ont leurs barrages d'eau, donc ils sont des barrages hydroélectriques, mais qui servent aussi à de l'irrigation, sont pleins à 15-20%. Et ils sont dans le Portugal, c'est 30% de son énergie, l'hydroélectricité. Donc ça veut dire de nouveau, tu es dépendant des autres. Et puis bon, si tu n'as pas d'eau en hiver, ça veut dire qu'il y a un blême. C'est-à-dire que les nappes, elles ne se sont pas remplies, donc je te dis pas la gueule de l'été. Alors à l'échelle par exemple de cultures qui ont une forte valeur ajoutée, et comme le maraîchage sur petite surface, on va être sur des petites retenues. Je connais des fermes qui avec des retenues de 4000 m3, c'est pas énorme. On arrive à faire une activité maraîchère viable pour 2 personnes. Tu vois. Avec très peu d'eau, finalement, on fait de la culture qui nous fait vivre et nourrit des gens localement. Donc ça, dans la palette des choses pour s'adapter, ça peut être une idée. Ce qui est discuté là et ce qui va être discuté, c'est l'adaptation au changement climatique et c'est les efforts à faire par tout le monde. Depuis plusieurs années, c'est l'irrigation qui a été fortement incitée à revoir ses pratiques et à trouver des solutions d'économie. On est sur le point d'avoir un raccordement du Rhône pour substituer de l'eau. Donc ça veut dire qu'on va arriver sur le papier à l'équilibre quantitatif par rapport aux études qui ont été faites sur le volume prélevable pour le milieu et la rivière. Mais ça ne suffit pas parce que le climat nous rattrape et parce que les années avancent. Donc des efforts, il y en a à faire, on en a fait et il y en aura toujours à faire. Donc dans la recherche de solutions pour les ressources, on a vu que l'idée de départ de faire des grosses retenues sur le haut de la vallée n'a jamais pu voir le jour. Et l'évolution de la réglementation me fait penser que c'est compliqué d'aller faire des grosses réserves. Nous, on est au pied des Alpes quand même. On a la rivière qui nous amène un volume d'eau par le Vercors qui est par moment très important, qui nous permettrait de prendre un tout petit pourcentage de ce volume hivernal, de le stocker
et de l'utiliser l'été de manière à complètement laisser la rivière à son fonctionnement naturel. On a des solutions, je pense, il y a des solutions à chercher et à trouver pour stocker de l'eau à des endroits précis, avec un volume précis, sur une utilisation, sur des infrastructures. Mais je pense que ce n'est pas que sur le réseau de Cressut, c'est sur l'ensemble de la vallée. Le Haut-Diois, on a des demandes et des exploitations qui voudraient conforter leurs exploitations en créant des réserves collinaires. On a un retour à l'intérêt de cette production agricole. Si on ne peut pas la sécuriser avec apporter de l'eau quand les cultures en ont besoin, je pense qu'on va passer à côté de quelque chose et qu'on va laisser la porte ouverte à nos frontières et à l'importation. Moi, je préfère investir dans un moyen de stockage et payer l'eau à sa valeur, entre guillemets, que d'aller payer une assurance financière sur bonjour monsieur l'expert, j'ai pas pu arroser mon maïs, dédommagez-moi l'eau. Je trouve que ça n'a pas de sens. On aurait un levier de bon sens pour l'utilisation des ressources, sans pour autant les dégrader. Et ça, on n'arrive pas à faire comprendre ce schéma-là à l'ensemble des Français sur la pertinence de cette gestion-là. L'été, 69% des prélèvements en eau de la vallée sont dus à l'irrigation. Parmi les cultures, le maïs cristallise toutes les tensions. Si le sorgho, le tournesol ou les plantes aromatiques sont aussi implantés, le maïs de consommation et le maïs semence jouent un rôle important dans l'équilibre économique des exploitations qui irriguent. Déjà peut-être une réponse chiffrée par rapport à l'assolement du maïs. Là ce sont des chiffres à l'échelle départementale que je vais vous donner. Entre 2014 et 2021, on a une baisse de 40% de la surface utilisée en maïs. Après, la culture du maïs, elle s'inscrit dans une filière qui est quand même une filière plutôt de circuit court, on va dire, avec l'élevage de volailles qui est très développé sur notre territoire et sur l'ensemble du département de la Drôme. Donc ce qui est produit en maïs ici va être consommé assez rapidement et dans des distances assez courtes par de l'élevage de volailles. Donc il y a tout un écosystème agricole qui existe autour de la culture de maïs et qui est un élément important. C'est de l'emploi, c'est de l'économie et ça veut dire aussi que si on veut faire du changement dans cette sphère-là, c'est avec tous ces acteurs de la sphère du maïs et qui en dépendent. Donc ça va jusqu'aux consommateurs qui demandent de la volaille en grande quantité. Hein. Donc c'est bien tous ces acteurs de la filière qu'il faut arriver à emmener si on veut changer. C'est pour ça que ce sont des processus de temps long et qui ne dépendent pas que de la politique de l'eau. Et pour illustrer ces propos, je vous lance une invitation à venir filmer et assister à une commission locale de l'eau qui vous permettra de prendre la température et d'observer justement comment se passe une séance. La chance que l'on a au sein de cette clé, c'est que tous les différents utilisateurs de la ressource en eau, même si les industriels ne sont pas présents autour de la table, ils sont censés l'être. Les agriculteurs, vous êtes là, le monde de l'eau potable est là. On a quand même cette force-là, c'est que c'est dans cette instance-là qu'on doit définir effectivement l'objectif. On a aujourd'hui un volume prélevable, ce fameux gâteau de 7 millions de mètres cubes qu'il faut qu'on se partage. Les règles du partage, la révision des règles du partage, ça c'est des choses qu'on va discuter tous ensemble. Ce que je déplore, c'est qu'on parle de développement pour beaucoup d'activités et de substitution et de maintien, voire de réduction pour l'agriculture. Je sais bien que ce n'est pas les mêmes usages au final. Il faut quand même se poser la question de ce qu'on veut sur notre activité, sur notre consommation, sur les productions agricoles. Il faut être très strict, autant avec les agriculteurs qui font des gros efforts, qu'avec une activité particulière qui est l'activité de la pisciculture. Voilà. Il faut être juste avec tout le monde. Des projets de bassines et des projets de retenue collinaire, dans ma tête, c'est complètement différent. Il est hors de question qu'on monte un projet de pomper de l'eau dans des nappes pour remplir des bassines. On arrive à mettre sur la table des sujets qui sont sensibles, qui sont tendus. Mais avec cette qualité d'écoute que l'on a, quand on amène un problème sur la table, on arrive à le partager. Et ça, cette qualité-là, c'est un travail de 40 années sur le territoire, grosso modo. Il y a aussi un autre élément qui est assez récent dans la politique de l'eau pour l'irrigation, c'est de devoir se partager un même volume au sein de la profession agricole. C'est ce qu'on appelle l'organisme unique qui doit délivrer une autorisation unique de prélèvement pour l'ensemble du monde agricole. Un espèce de gâteau que tous les agriculteurs doivent se partager. Ce gâteau, il est fini, il n'est pas infini.
Et il y a de plus en plus de besoins, alors que le gâteau, c'est toujours le même. Et ça, mécaniquement aussi, ça pose des questions. Ça pose des questions sur l'accueil de nouvelles agricultures, de nouvelles exploitations agricoles, alors que le volume, il est fini. Ça veut dire que de plus en plus, on va s'éloigner des besoins historiques des exploitations agricoles, mais se focaliser un peu plus sur le besoin de chacune des exploitations. Donc il y a quand même un mouvement de fond qui est un mouvement réglementaire et qui amène à reposer la question de chacune des pratiques au sein des exploitations. 11 000 nouveaux habitants pourraient s'installer dans la vallée d'ici 2040, ce qui risque de créer une tension forte sur l'eau potable qui vient déjà à manquer par endroits. Dans les 20 prochaines années, de gros investissements vont devoir être réalisés pour mailler les réseaux d'eau potable entre eux et aller chercher de nouvelles ressources, que ce soit dans les massifs karstiques ou dans des nappes alluviales. Le tourisme, l'un des piliers économiques de la vallée, est lui aussi affecté par le manque d'eau. Les locations de kayaks ont par exemple perdu 70% de leur chiffre d'affaires cette année. Je crois qu'on a tous augmenté notre consommation d'eau sur ces 100 dernières années, tous, pas que les agriculteurs. Ça, c'est important de le dire. Je dis donc aujourd'hui, on arrive sur un effet ciseau où on a multiplié la consommation d'eau par 2, par 3, par 4, par 5 en fonction des territoires, tout simplement parce qu'on veut produire plus à l'hectare, tout simplement parce qu'on a tous des piscines, tout simplement parce qu'on lave nos voitures, qu'on consomme beaucoup plus d'eau potable. Le nombre d'habitants sur notre territoire a fortement évolué et c'est sûrement une bonne chose, c'est pas de dire que c'est pas bien, c'est de dire que tous réunis, additionnés, nous consommons beaucoup plus d'eau. Si donc, il y a 100 ans, on connaissait les mêmes conditions climatiques qu'aujourd'hui, ça passait il y a 100 ans. Parce qu'on laissait à la rivière 2 ou 3 millions de mètres cubes de plus, tout simplement. Alors on n'a pas les chiffres parce qu'on ne le mesurait pas à l'époque. L'effet ciseau pour moi, c'est à partir du moment où on va continuer à consommer plus d'eau, que la rivière coulera un petit peu moins, on va vider le réservoir, et là, c'est la mort de la rivière, elle s'arrête de couler, c'est les insectes, c'est les poissons qui vont périr, c'est toute la faune qui va en souffrir et la flore aussi. L'effet ciseau, c'est aussi le croisement de deux courbes. Des besoins qui augmentent et une ressource qui diminue. Et ce point de jonction entre les deux fait qu'on bascule d'un système à un autre. Un système qui était en équilibre auparavant, à un système qui est en déséquilibre. Et nous sommes dans la phase d'écriture du prochain schéma d'aménagement et de gestion de l'eau qui sera la règle mise en place sur notre bassin versant pour 10-15 ans à venir, en se préparant et en intégrant les données que le GIEC nous donne sur les modifications climatiques, le fameux réchauffement climatique, pour essayer de mettre des règles en place qui soient des règles justes et appropriées à la situation que nous vivons.